Chers collègues, bonjour. Nous allons reprendre pour cet après-midi qui commence par une table ronde, la table ronde numéro 7. Mais avant de démarrer, nous accueillons Monsieur Martin Lenné, c'est ça, vice-président de Paris 8. Oui, c'est ça. Enchanté, on s'est rencontrés lors de la restitution le 13 juin, voilà, d'Ado Privacy. Je vous en prie. Merci beaucoup, madame. Bonjour à toutes et à tous. Je ne serai pas très long. Je suis là pour présenter, comme Hilaria l'était en tout début, si j'ai bien compris, hier matin de l'ouverture, Hilaria Piron, au titre de la commission formation et vie universitaire. Je suis là aussi pour représenter l'établissement au moment de l'ouverture de la fin de vos débats, si j'ose dire, puisque ça, c'est la 4e demi-journée. Saluer d'abord le plaisir de retrouver quelques personnes, quelques visages que j'avais pu croiser lors de la restitution à Paris 8. Et puis ensuite, saluer le travail accompli. J'ai vu le programme de ce colloque, que je ne peux connaître que par programme, parce que des tas de choses en ce moment, en cette période budgétaire, me requièrent à l'université. C'est beaucoup moins joyeux. Mais j'ai néanmoins bien constaté l'ampleur et surtout l'arc que vous avez su créer dans ce colloque entre une ouverture sur l'investissement personnel des jeunes sur ces questions de privacy et à l'autre bout de l'arc, terminé aujourd'hui sur microfiction et ensuite sur les recherches actions création, et c'est-à-dire la façon dont on peut former les apprentissages en associant, en allant chercher les jeunes, mais ça pourrait être valable bien évidemment pour tout âge de la société, en allant chercher les jeunes pour co-construire avec eux le savoir à travers des démarches que nous construisons aussi avec eux, en découvrant, en faisant, en marchant. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel de manière générale, parce que on voit qu'il y a toujours un lien à faire entre la recherche qui se fait, les actions qui se font aussi, la recherche qui se fait à l'université, les actions qui se font dans les différents lieux où ces questions se traitent, dans les collèges, dans les institutions, dans les lycées, et qu'il y a toujours besoin de faire un lien entre les publics et ces recherches. Et puis aussi, parce que peut-être à Paris 8, en tout cas, j'aimerais insister là-dessus, peut-être plus qu'ailleurs, nous sommes très sensibles à cette question de recherche, action, création, et surtout de miser sur le fait que la création est un apprentissage en soi. Ça n'est pas un don, ça n'est pas quelque chose qui tombe dessus, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, qui se partage socialement à toutes les couches de la société et qui permet de poser un geste. Et dans les débats dont j'ai pu voir les résumés, je vois bien qu'il est central cette question de geste, cette façon dont on intervient, dont on pose quelque chose qui à la fois transforme notre environnement, notre vie, mais nous transforme nous-mêmes et nous amène à nous poser des questions. Et c'est cet enchaînement que je tenais particulièrement à saluer aujourd'hui dans vos travaux, bien évidemment au nom de la présidente de l'université, Annick Allègre, qui ne peut pas être là parce qu'elle est requise ailleurs. Mais c'est quelque chose qui fait extraordinairement sens, je pense, au sein de notre université et surtout avec les partenariats que cela a permis de nouer à travers le projet mené par Sophie, entre autres. Et aussi finir sur la joie vraiment qu'avait été la mienne d'assister en partie, hélas encore à l'époque, aux restitutions des jeunes et la manière dont on sentait l'investissement, la transformation et aussi la façon dont il nous a menés à reposer notre geste de questionnement critique sur le monde. Et c'est bien là, je pense, aujourd'hui, la meilleure définition qu'on puisse donner d'une université. Ce n'est pas un lieu descendant où on construit un savoir de manière abstraite, c'est un lieu ouvert. Donc, merci de contribuer à cette ouverture, beaucoup, et je vous souhaite de bons débats et une bonne fin de journée de colloque. Merci. Merci donc pour introduire cette table ronde numéro 7. Donc en tant que référente académique EMI, coordonnatrice académique, je voulais juste revenir sur 2-3 choses et puis expliquer aussi pourquoi, tout l'intérêt d'un des volets importants de ce programme qui est l'association, le travail de collaboration entre chercheurs et praticiens. Donc comme vous le savez, l'EMI en France s'inscrit dans une démarche de formation à la citoyenneté
Et c'est l'occasion pour nous aussi, avec les élèves, de questionner le rôle des médias et de l'information en démocratie, de sensibiliser aux questions d'intérêt général qui ont été évoquées encore ce matin, aux droits, aux libertés qui ont été largement évoqués aujourd'hui et hier, notamment à travers ce que rappelait Isabelle Ferroc-Dumez hier, la démarche de création de médias scolaires, la sensibilisation au droit, à la responsabilité en matière de publication et d'expression. Et c'est aussi une démarche pour développer la culture numérique. Notamment, voilà, on retrouve à travers les offres de formation, les ressources pédagogiques produites par le CLEMI, hein, qui, au-delà d'une thématique importante qui est celle des troubles de l'information, s'intéresse à tout ce qui est relatif aux traces, à l'identité numérique, en lien avec l'économie de l'attention, les logiques algorithmiques. Puis, parallèlement à ces démarches-là, on l'a rappelé, sont développées d'importants programmes de lutte contre le harcèlement, le cyberharcèlement, et évoquer également un recours assez fréquent à des interventions extérieures, notamment, on a évoqué hier les gendarmes, les associations diverses et variées. Dans ce contexte, c'est vrai que les actions éducatives sont souvent axées autour de la question du risque et qu'aborder la question des risques, mais aussi la question de la protection de la vie privée n'est pas forcément une chose aisée pour les enseignants. De même, voilà, c'est une difficulté, de même que le recours aux intervenants extérieurs n'est pas toujours forcément une réponse adaptée. Et donc c'est aussi pour toutes ces raisons que le jour où Sophie m'a contactée en me disant nous avons un programme, et en me proposant d'associer des collègues enseignants à prendre part à ce programme Ado Privacy pour travailler avec des chercheurs, pour travailler avec leurs élèves et des chercheurs à la question de la protection de la vie privée sur les médias sociaux, j'ai vu un double intérêt. D'une part, évidemment, travailler avec des enseignantes volontaires et le soutien des corps d'inspection sur une question qui est à la fois complexe et nécessaire, mais aussi proposer une relation de travail stimulante à ces mêmes collègues et à leurs élèves dans un cadre de recherche, action, création. Je pense que tous les termes comptent, qui, pour une fois, petite pique à l'encontre peut-être du milieu de la recherche, ne les réduit pas au simple rôle de terrain de recherche. Ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est voilà, cet aspect-là. Donc, explorer les possibilités de scolariser les contenus éthiques et juridiques liés à la protection de la vie privée, c'est un chantier essentiel pour l'école et pour le service public d'éducation. Car comme l'ont très clairement rappelé, souligné Sophie GL et Nicole Boubé hier, les activités numériques juvéniles, tout comme la médiation parentale, autre aspect qui nous préoccupe fortement, sont marqués très nettement par des inégalités sociales et des inégalités de genre. Donc il était absolument évident de s'associer à ce programme. Aujourd'hui, donc sont présentes des enseignants et des enseignantes de différentes académies qui travaillent avec des publics divers pour partager leur retour d'expérience. Mais aussi, donc, est présente, bien sûr, Valentine Favel-Capoyan, qui est membre de l'équipe scientifique d'Ado Privacy, et ainsi que Karina Chatin-Marcel, qui représente ici le pôle éducation de la CNIL, pour faire un retour sur aborder ces questions de privacy dans le cadre scolaire. Et aussi donc réfléchir à la spécificité de ce matériau et de cette démarche. Et ça, ce sera peut-être donc un point que nous proposera Nathalie Nouaille, qui est ici présente, doctorante au LERAS, formatrice au sein du MEF EMI de Toulouse, pour essayer de mettre à distance, mettre en perspective ce matériau spécifique et cette démarche de travail spécifique. Donc, je vais d'abord laisser la parole à Valentine, qui va nous présenter ce que sont ces micro-fictions
et le rôle de ce dispositif dans le cadre de la recherche menée avec les enseignants. Alors oui, je vais vous présenter donc ce dispositif de microfiction. Avant ça, on va juste expliquer un petit peu ce qui a été en amont de la création de ces microfictions et pourquoi on a pris ce parti pris pédagogique donc dans ce projet-là. Alors, donc, on a d'abord essayé effectivement de faire un état des lieux de l'éducation à la vie privée. Ça veut dire état des lieux. Évidemment, on n'est pas allé faire une vraie enquête auprès de tous les établissements de France pour savoir exactement qui faisait quoi. On a regardé une première chose qui était la question des programmes et on a essayé au travers aussi de ressources existantes du type scénario pédagogique existant donc en ligne de voir un petit peu quelles étaient ces approches. On a, pour finir, distingué 3 approches. Une qui serait plutôt une approche citoyenne axée autour des questions des règles de vivre ensemble, de vie privée versus vie publique, de droits et devoirs. Cette approche citoyenne, c'est celle que l'on retrouve évidemment dans l'EMC ou dans le CJS. Une autre approche est une approche technique qui est plutôt axée autour des paramétrages et des solutions de gestion des données personnelles. C'est celle qu'on retrouve dans la formation CRCN et la certification PIX. Avec le domaine 4, protéger les données personnelles et la vie privée. C'est aussi cette entrée technique que l'on retrouve aussi en SNT, sciences numériques et technologiques, et donc cet enseignement qui est dispensé en seconde avec une thématique qui s'appelle réseaux sociaux. Et enfin, en discutant un peu avec des enseignants de terrain, on a vu qu'il y avait une 3e approche qui serait une approche morale. Qui serait autour des thématiques, elles sont ouvertes les thématiques qu'on propose, mais c'est pour donner des exemples autour de l'identité numérique et du cyberharcèlement, avec évidemment des séances en éducation, médias à l'information, où on va aborder la question de traces, de devoirs, etc. Et on a vu aussi un petit peu cette notion abordée lors de séances d'éducation à la sexualité, autour de la notion d'intimité et de consentement. Donc on avait ces 3 approches possibles. Voilà. La réflexion qu'on a eue face à ces approches, c'est qu'il y avait un certain nombre pour nous, d'écueils à choisir une de ces approches-là. D'abord, elles étaient sur des pratiques, elles reposaient sur des pratiques numériques supposées des élèves. Ça veut dire qu'aucune ne faisait le constat de quelles étaient les pratiques réelles des élèves avant de partir dans une approche quelconque. Ensuite, une autre chose qui nous a semblé un peu problématique, c'est que toutes ces approches partaient sur une notion de vie privée comme une donnée consensuelle. Ça veut dire qu'en fait, on ne débattait pas avec les élèves concrètement de c'est quoi la vie privée. Ensuite, on s'est aperçu que pas mal de ces approches axaient beaucoup sur la question de la responsabilité de l'utilisateur et non pas de l'entourage. Ça veut dire effectivement de cette responsabilité collective et encore moins d'engager la question de la responsabilité des plateformes. Sans doute, et on l'a bien compris, par la difficulté à aborder cette question-là, par un manque de connaissance du sujet, plus que par une non prise en compte des enjeux. Autre aspect de ce fait qui était très peu abordé dans ces approches-là, c'est la question des enjeux économiques. Pareil, sans doute pour une difficulté à aborder ces thématiques qui sont complexes. Ensuite, au cours de ces approches, il y a quand même à un moment donné la question des solutions, des recours qui étaient abordés, qui était un de nos enjeux importants de la recherche d'Ado-Privacy, puisque c'était une demande des défenseurs des droits. Donc, et on voyait que les solutions qui étaient apportées, elles étaient souvent sommaires et un peu manichéennes, voilà, et sans forcément un accompagnement très explicite du style on peut porter plainte, voilà, on peut faire qui mettaient pas forcément de donner des clés de réponse à l'adolescent. Autre point, c'est que là, je ne l'ai pas mis parce que ce serait trop long, mais on a fait une étude détaillée des ressources existantes sur la question. Il y en a pas mal. Au final, ça faisait à peu près 25 ressources. Quand je dis ressources, c'est très large. Ça veut dire ça peut être fiches techniques, ça peut être jeux sérieux, ça peut être escape game, ça peut être cartes.
jeux de cartes, etc., jeux de plateau. On a identifié à peu près 25 ressources donc, qui sont disponibles et qui, de près ou de loin, abordent la question de vie privée. Et on a identifié un certain nombre de problématiques sur ces ressources, et surtout par rapport à notre public. C'était la question des formats. Ça veut dire qu'en amont, quand on a discuté avec les enseignants, il y a beaucoup d'enseignants qui nous a dit que soit les ressources étaient intéressantes au niveau contenu, mais l'habillage ne correspondait pas à leurs élèves, et que c'était problématique parce qu'on ne peut pas faire du Vincelou avec des élèves de terminale. J'exagère un peu le trait, mais vous voyez, ça veut dire que ça peut être très intéressant ce qu'on aborde, mais comme c'est très enfantin, ça bloque direct. Voilà. Ou à l'inverse, par exemple, je prends le cas des jeux sérieux, qui avaient un habillage qui a semblé très intéressant. Je pense à Data, comment ça s'appelle ? D'attaque, voilà. D'attaque, par exemple, jeu sérieux qui a beaucoup intéressé au départ nos élèves de lycée pro. Pour autant, d'attaque, il faut savoir lire, très très bien lire. Il y a énormément de textes. Il y a une démarche d'escape game où il faut se promener qui était absolument pas adaptée aux élèves de lycée pro. Donc il y avait quand même ce problème-là dans la notion des ressources. Donc on s'est parti avec des fait un certain nombre de constats sur ces micro-fictions. Donc voilà ce qui était en préambule de notre choix. Alors, qu'est-ce que c'est que ces micro-fictions ? Ce sont donc des courts dialogues ou récits qui évoquent des situations de conflits concrets de la vie quotidienne des jeunes. Elles mettent en scène des dilemmes moraux en s'appuyant sur le paradigme de la théorie fonctionnelle cognitive d'Anderson. Elles sont inspirées de situations réelles relatées par les études empiriques, dont celles des membres d'Ado Privacy, voilà, où elles ont été suggérées lors d'entretiens. Par exemple, les deux que nous avons fait nous pour le lycée professionnel, on les a fait en année 2, puisque c'est des choses qui sont revenues, qui ont été des retours en fait des enseignants, voilà, et on a du coup créé des micro-fictions adaptées au lycée pro à travers des histoires vécues. L'objectif des micro-fictions, c'est donc de développer l'esprit critique en stimulant la réflexivité et en commençant d'abord par la réflexivité éthique. La question éthique nous semblant plus large que l'entrée justement par le droit. Et peut-être plus accessible aux jeunes, puisqu'on a vu quand même que c'est une notion qui est très compliquée. C'est quelque chose qu'on a dit depuis 2 jours. Il n'y a pas d'éducation au droit. On voit que de ce fait, c'est très difficile de comprendre. Je ne parle pas de comprendre forcément les textes juridiques, mais la façon dont on va effectivement aborder des problèmes juridiques et même peut-être la lecture de textes juridiques. Et la question éthique, elle permet d'aborder la question des comportements, les siens, et aussi ceux des autres, ceux des pairs, ceux de la famille, ceux des plateformes, ceux des annonceurs. Donc, essayer justement de décentrer un petit peu cette approche qu'on avait vue par ailleurs dans beaucoup de ressources, qui était vraiment la responsabilité de l'individu, voilà, voire, entre guillemets, peut-être la culpabilité d'ailleurs de l'individu dans certains cas. Donc, au cœur de ces scénettes, c'est la question de la réflexivité de chacun sur sa responsabilité face à une situation conflictuelle. Responsabilité individuelle et aussi responsabilité collective. Alors, je vous ai donné un exemple là pour que vous vous rendiez compte de quand on dit microfiction, on est sur des textes extrêmement courts. Celui-ci, il est sous forme de dialogue. Vous voyez qu'il y a 10 lignes. Et en l'occurrence, on les présentait bruts de textes comme ça, de façon à ce qu'ils puissent ou pas être éditorialisés par les enseignants s'ils avaient envie, en les mettant en forme comme ils le souhaitaient. Voilà. Au final, ce sont donc 13 microfictions qui ont été créées. 11 ont été utilisées en situation pédagogique, avec donc un certain nombre d'auteurs dans l'équipe. Comme je l'ai dit, pas d'éditorialisation, pas de plateforme dédiée. Donc, c'est des documents qu'on fournissait sous forme texte, voilà, simplement. À noter, on n'a pas fait encore, parce qu'il nous reste beaucoup de choses à faire dans l'analyse, on n'a pas encore regardé quelles étaient les scénettes les plus utilisées, on n'a pas encore regardé... voilà. Par contre, on sait une chose, c'est qu'il y a plusieurs scénettes qui ont été utilisées autant en collège que lycée, et donc ça correspondait bien à ce qu'on avait vu de la problématique avec les ressources qui étaient trop dédiées, trop orientées, premier degré, second degré, collège, lycée, etc. Voilà, donc un panel elles n'y sont pas toutes, mais pour vous donner une idée, donc des scénettes et des thématiques, puisqu'on a quand même essayé à un moment donné de couvrir toutes les thématiques qu'on avait envisagées. Donc voilà, certaines qui sont plus transversales et d'autres qui sont plus précises sur un sujet. On laissait évidemment aux enseignants
la possibilité de choisir la scénette qu'ils voulaient, ou les scénettes. Je vais revenir sur la modalité pédagogique, hein, mais en gros, on leur donnait les scénettes sous forme de dossier. Et dans ce dossier, il y avait la scénette, et derrière, il y avait un accompagnement. Il n'y avait pas que la scénette. Dans l'accompagnement, on proposait quelques questions. Voilà. Quelques questions qui pouvaient être prises ou pas, quelques principes juridiques, économiques, explicites. Ça veut dire en gros les connaissances qui étaient abordées dans la scénette, quelques propositions de médiation, de solutions et de recours, autres que, effectivement, aller porter plainte, voilà, par exemple, en cas de problème de dévoilement d'identité. Des ressources pour aller plus loin pour l'enseignant, surtout pour qu'il se forme sur les notions s'il souhaitait. Et enfin, des ressources pour les élèves si on avait envie d'aller un peu plus loin. Et là, on piochait dans les ressources que nous avions préalablement sélectionnées. Donc, comme je vous le disais, la mise en œuvre, elle se traduit de cette façon-là. La plupart du temps, les enseignants ont choisi une scénette. Je crois qu'il n'y a que pour Descartes où en fait ils sont partis sur... oui, les deux d'ailleurs, ils ont fait ça. C'est-à-dire qu'ils ont pris plusieurs scénettes et plusieurs groupes d'élèves ont travaillé plusieurs scénettes en même temps. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient aborder plusieurs facettes de la vie privée. Voilà. Les autres sont plutôt partis sur une scénette. En général, on est sur une lecture collective ou individuelle qui peut même être sous forme théâtralisée. Ça veut dire qu'on a eu soit des élèves, soit des enseignants qui ont joué, entre guillemets, la scénette. Voilà. Ensuite, il y avait un travail de groupe autour des questions, avec souvent apport support extérieur pour pouvoir aller un peu plus loin sur la réflexion quand les élèves n'avaient pas forcément d'idées ou de point de vue, en sachant que dans un premier temps, l'idée c'est quand même qu'ils débattent, donc il y avait, voilà, ils travaillaient, et puis après possibilité, vous c'était des fiches, voilà, c'était sous forme d'éthique, sous forme de fiches. Les collègues vont voilà. D'autres le temps d'expliquer comment. D'autres c'était sous forme internet où il y avait de la ressource, et puis ensuite, eh bien, il y avait une mise en commun, une synthèse. Dès la première année, il y a des groupes qui sont allés un peu plus loin et qui ont commencé à produire quelque chose, ce qui correspondait aussi à l'autre phase du projet, puisqu'en deuxième année, ce projet, c'était effectivement une mise en œuvre pédagogique, mais derrière, une enquête et derrière, une création par les jeunes, ce dont on parlera sur la table ronde prochaine. Voilà. Donc ça, on l'a dit, donc 18 mises en œuvre. Alors, je finirai sur la pertinence pédagogique. La synthèse qu'on peut faire de ces 18 séances, c'est que ce dispositif de microfiction a donc favorisé la mise en activité des élèves. On a eu dans tous les groupes un investissement, une réflexion, une participation au débat, et ce collective. Il n'y a pas d'élèves qui n'ont pas été intéressés par la question, la thématique, qui n'ont pas voulu participer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a déjà dit hier, c'est que la microfiction, elle permet d'évoquer l'expérience personnelle, la discussion, et pour autant, elle met à distance, puisque ce n'est pas de soi dont on parle, d'accord, mais d'un cas fictif. Enfin, elle favorise le travail en groupe à travers, et l'apprentissage entre pairs, à travers la question de la coopération, et aussi de quelque chose qui était assez intéressant, c'est ce qui fait accord et ce qui fait désaccord. Donc, typiquement, là aussi, ça fait partie des choses qu'on doit travailler, hein, mais on a vu qu'il y avait dans ces mises en œuvre pédagogiques, dans ces débats, des choses qui faisaient consensus chez les élèves quand ils discutaient d'un sujet, et d'autres pas. J'en ai donné un exemple hier en parlant par exemple de ce qui était le fait de synchroniser ses contacts ou la géolocalisation. On voit qu'il y avait des accords typiquement sur ces questions-là. Et surtout, ce dispositif pédagogique permet de favoriser la communication. Ça veut dire quoi? La communication entre pairs, mais aussi la communication avec les adultes, puisqu'en fait, eh bien, c'est pas forcément les pratiques numériques dans leur globalité. Hein, c'est pas un sujet dont on débat beaucoup avec les élèves dans un vrai échange de communication. Hein, voilà. Et on était sur la question éthique et juridique. Alors, comme on l'a dit hier, dans notre projet d'Oprivacy, on a formalisé à la fin un certain nombre de recommandations. Donc voilà, je ne vais pas toutes vous les lire, mais en fait, là, on reprend ça, la création de groupes classes. Vous savez, les fameux groupes classes en ligne dont on a parlé, on pense que c'est un sujet qui demande donc à être pris en compte et débattu, et ce de façon généralisée, puisqu'on sait que c'est le cas dans absolument toutes les classes et tous les établissements scolaires.
On l'a beaucoup dit, éviter les séances de formation au danger d'Internet pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées. Voilà. Axer, et ça on l'a beaucoup dit aussi, les sessions de sensibilisation sur la connaissance et les pratiques des jeunes et non pas des pratiques supposées. Et pour ce qui est de concevoir des séances de sensibilisation, de les concevoir comme des espaces de réflexivité, avant la question de la transmission des règles juridiques, puisque pour l'instant c'est un peu ça, hein, c'est un peu entre guillemets des mini-cours de droit et devoir. Voilà. Des espaces de construction de solidarité aussi entre les adolescents, afin de développer l'empathie hein, et le respect. On pourrait aller plus loin sur la question des microfictions, ça veut dire elle pourrait s'étoffer en fonction des publics, en fonction même de spécificités de sections, par exemple pour le lycée. Et puis on a vu que la méthode d'enquête-création hein, permettait vraiment aux adolescents de s'emparer de la question de ces dilemmes éthiques et de voir que leurs propres dilemmes pouvaient être aussi ceux de leurs camarades. Et donc voilà, cette prise en compte de la complexité du sujet par ce dispositif-là est totalement cohérent. Voilà. Merci. Merci Valentine. Alors, quand on a échangé entre nous pour préparer cette table ronde, on a abordé aussi la façon dont vous avez, enseignants, reçu et d'abord la proposition de travailler sur la protection de la vie privée et ces microfictions. Alors, peut-être que cela a soulevé quelques difficultés ou voilà. Comment les avez-vous éventuellement levés? Donc, oui. Je voulais juste revenir sur votre introduction quand vous avez dit l'idée des tables, des microfictions. Vous avez parlé de l'approche citoyenne, de l'approche technique, de l'approche morale. Dans les programmes de littérature française au collège, on a aussi une entrée en 5e qui s'appelle Autrui, famille, amis, réseau. Et en 3e, on a aussi dénoncé, agir dans la société. Alors, c'est vaste, et puis on a aussi des époques bien ciblées, et on a également aussi dénoncé les travers de la société. Et donc ça permet aussi, alors indirectement, à travers les programmes de lettres, d'aborder aussi ces questions, notamment même en 5e. D'accord, merci beaucoup. Alors justement, donc vous présentez quand même, donc on commence par le bout de table. Stéphanie Turc, tu es professeure, on se tutoie, hein, documentaliste dans l'Académie de Créteil, tu es aussi médiatrice au Canopé 93. Christelle Blot, professeure de lettres aussi en collège, dans le même collège, vous avez formé un binôme. Iris Iriou, tu es professeure documentaliste, mais c'est ton vrai métier, mais plus. Référente académique EMI et coordonnatrice CLEMI de l'Académie de Lyon. Et donc, Emmanuel Mogard, tu es professeur d'histoire-géographie EMC dans l'Académie de Nantes et très féru de numérique éducatif. Tu as intervenu à ce titre comme formateur dans le supérieur, si j'ai bien compris. Alors, vous avez évoqué ces questions de difficultés. Est-ce que vous pouvez revenir dessus? Peut-être il y avait Christelle qui avait témoigné de ça, et puis Iris. Iris, tu veux commencer puisque tu as le micro dans la main? Alors, difficulté, je ne sais pas. Donc, en tout cas, quand la proposition est venue, moi j'étais encore en établissement scolaire, j'étais professeur documentaliste dans un lycée général de banlieue, plutôt mixte, mais historiquement plutôt aisé de Lyon, avec une mixité qui arrive depuis quelques années. Et en tant que professeur documentaliste, clairement, ce sont des sujets que l'on manipule, que l'on connaît. Donc là, il n'y avait pas cette difficulté-là. Je n'ai pas été surprise par la proposition de Valentine, parce qu'on a travaillé ensemble. En revanche, la difficulté que je voulais soulever, c'est plus tout de suite la question de la légitimité, en fait, et de la confiance qu'on peut avoir en soi en tant que professeur pour aborder ces sujets. C'est des choses qu'on a déjà dit là, pendant les 2 jours de colloque, mais c'est vrai que c'est quand on est en établissement et que c'est comme ça, le droit lié au numérique, le droit lié à la privacy, et aussi la posture de l'enseignant que l'on peut que l'on peut avoir nous en tant qu'enseignant par rapport aux élèves, par rapport à ces questions-là, c'est quelque chose qui nous pose énormément de questions. Donc moi j'étais un petit peu, on a eu une petite retenue, je me suis dit
ok, on va encore parler de données personnelles, on va encore parler de ça. Est-ce que finalement, c'est toujours un petit peu le même rapport que l'on va mettre, qui est un rapport en fait clairement de se mettre au-dessus de l'élève et de lui dire ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Voilà. Et donc ça n'a pas été le cas. Spoiler. Et c'est vrai que ça a été, au contraire, ce que moi j'ai soulevé un petit peu sur le retour d'expérience, c'est que les microfictions notamment, et l'apport d'un matériel qui est fiable, hein, parce que c'est un matériel qui est issu de l'université, mais brut, relativement brut, hein, mais quand même assez brut, en tout cas qui n'est pas didactisé, c'est quelque chose qui a été très porteur pour nous et très rassurant et qui nous a permis en fait de construire nous-mêmes notre matériel pédagogique. Et pourtant, il y avait quand même une médiation à des choses qui nous ont été apportées, qui avaient été triées, etc., construites. Et donc, j'ai trouvé que ce rapport, il était très porteur. Il nous a donné une grande confiance, en fait, un sentiment de sécurité par rapport au fait de venir agir sur ce champ-là de la privacy, qui est quelque chose sur lequel on n'était pas forcément à l'aise. Donc, pour juste le contexte, j'ai travaillé avec une professeure d'histoire-géographie dans le cadre de l'EMC, éducation morale et civique, en seconde, en nous appuyant, en nous adossant au thème liberté, donc pluriel singulier ou singulier pluriel, je sais plus, pour lequel c'est vite fait de voir qu'on est complètement dans le champ, enfin que ça rentre complètement dedans, puisque effectivement on est sur l'exercice d'une liberté individuelle, collective, etc. Voilà. Emmanuel. Donc moi j'ai travaillé en fait avec des classes de 4e et en parallèle j'étais avec un collègue de SECPA, je trouvais ça intéressant. Donc, moi j'avais 2 classes de 4e et une autre classe. Et il a fallu le rassurer par rapport à ça, justement, pour l'aspect juridique. Parce que, et en plus, du fait, comme j'interviens, parce qu'en fait j'interviens en licence en culture numérique, sur le droit, et en formation des enseignants sur ces questions-là, en fait, au niveau des master MEF. Donc, il se sentait encore moins à l'aise vis-à-vis de moi, et je lui ai dit, non, on va partir des microfictions. Et la microfiction laisse beaucoup de liberté. Également permet aux jeunes de s'exprimer. Et la surprise qu'il a pu avoir et qu'ont pu avoir les chercheurs de Rennes, en fait, c'est de voir que même ça permet à des élèves de SECPA de s'exprimer et de démontrer leurs compétences par rapport à ça. Et ce qui est très intéressant, comme c'est un matériau brut, on doit, en tant qu'enseignant, s'approprier ces notions et puis les développer. Et si on externalise ce genre de problématiques, ce genre de formation, on ne va pas se les approprier dans le cadre de nos cours. Moi, dans le cadre de l'EMC, justement, ce qui est important, c'est souvent, je vois des collègues, on va enseigner ça au niveau 5e, souvent au niveau 5e, on va voir l'identité, puis après l'identité numérique, qui sont des sujets qui sont extrêmement forts pour les élèves. Moi, j'ai eu la surprise quand j'ai débuté sur ces notions-là, avec le problème, est-ce que j'ai des questions comme est-ce que je dois avoir le nom de mon père? Parce qu'en fait, il n'est plus là. Donc ces problématiques de nom et d'identité numérique sont hyper importantes, comme la problématique des données personnelles, également la question que certains enfants se posent sur les données personnelles des personnes décédées. Donc des problématiques qui émergent et qui sont intéressantes. Et avec les microfictions, donc ça libère, et il y a des questions qui émergent et pour lesquelles il faut répondre et qui sont surprenantes en fait. Il y a une liberté de parole et justement sur l'aspect éthique, moi j'ai pris le parti je travaille sous forme coopérative, je fais partie aussi des cahiers PEDA, il faut contextualiser, donc et je travaille souvent avec Sylvain Connac, donc l'idée de coopération, l'idée de formation citoyenne, on ne peut pas faire abstraction dans l'idée de former les élèves à la citoyenneté numérique. Moi, ce qui m'énerve un peu, c'est quand je vois, par exemple, on externalise sur une plateforme et on va former la citoyenneté numérique à distance avec un outil, en fait. Plutôt que faire discuter les élèves et de faire réfléchir sur ces problématiques-là avec une situation. Je n'ai pas fait jouer les élèves parce que ça me dérange de faire jouer les élèves sur, par exemple, s'ils sont victimes ou bourreaux pour caricaturer, plutôt qu'on fasse un pas de côté chacun et après qu'on discute et qu'on essaye de conseiller la personne. Ah, merci. Justement, pour passer aussi la parole donc aux collègues de Seine-et-Marne, si vous voulez faire partager aussi un retour sur cette première question, mais j'enchaîne aussi avec
une autre question, c'est finalement comment vous vous êtes emparé de ces microfictions. Qu'en avez-vous fait concrètement, puisque effectivement c'est un matériau brut partagé par les chercheurs. Alors oui, je vais juste revenir sur ce qu'ont dit nos deux collègues. Effectivement, nous on avait une demande sur les données numériques, c'est-à-dire que l'année d'avant, enfin, il y a un an, on s'était lancé dans un projet autobiographique et on voulait 2 volets, un volet écriture et un volet numérique. Et on voulait faire travailler les élèves sur les données et on a commencé à faire des récoltes de données, des choses comme ça, mais on ne savait pas trop quoi en faire et comment travailler avec. Et c'est vrai que le projet présenté l'année dernière nous a semblé déjà une grande aide. On s'est dit, tiens, on va essayer, on va tenter. Et puis, effectivement, il y a un vide. On ne se sent pas forcément légitime pour aborder ces questions auprès de nos élèves. On se dit, est-ce qu'on est suffisamment formé? Est-ce qu'on n'est pas au même niveau qu'eux, finalement, sur certains points? Et qu'ils s'en rendent compte, c'est pas plus mal non plus, puisque ça ouvre aussi un peu le dialogue, finalement. Ils en savent des fois plus aussi. Hein. C'est ce que Sophie, je me souviens, nous disait aussi. Nos élèves, il y a des choses qu'ils savent faire, en fait, face aux applis. Ils en connaissent quand même. Ils connaissent un certain nombre de choses et ils savent aussi se défendre directement, mais il manque aussi toute la partie droit et puis encore d'autres connaissances pour qu'on puisse les aider à avancer. Mais effectivement, ils avancent plus vite que nous sur certains sujets. Et il faut partir de ce qu'ils savent faire et ne pas faire comme ça toujours le transcendant. Voilà. Et donc, après, pour partir sur cette question, nous, la microfiction, on était parti sur la géolocalisation. Et on est parti, on a donné comme ça brut aussi la microfiction. Les élèves l'ont lu par petits groupes, ils ont travaillé en groupe. Et après, on a d'abord dégrossi un petit peu l'idée pour qu'on comprenne la situation, quels sont les acteurs et les enjeux de cette petite microfiction. Et ensuite, on est parti sur l'empathie. Et puis là, je vais laisser la parole à ma collègue Stéphanie, comme ça va vous expliquer la création de cartes d'empathie. Oui, alors l'idée déjà, sur les microfictions, pour revenir, c'est le support permet aussi une lecture très facile pour ce qui est adapté vraiment à tous les niveaux des élèves, et ils font tout de suite une lecture assez simple et des inférences avec leurs propres des situations qu'ils ont effectivement vécues. Et l'idée là, c'était de les lire, mais avec des points de vue différents. Et là, chaque groupe avait un personnage. Donc nous, c'était sur la géolocalisation. Donc il était question de 2 amis, une qui était géolocalisée par ses parents, donc le père et la mère. Et donc chaque groupe avait, devait se mettre dans la peau de la jeune fille qui est géolocalisée, un des parents, le deuxième parent, et la jeune fille, comme sa copine était géolocalisée, pouvait pas venir chez elle. Donc ils ont essayé, donc ces cartes d'empathie, c'est vraiment se mettre à la place d'eux, ce qu'elle pense, ce qu'elle se dit, ce qu'elle voit, ce qu'elle peut dire soit à son enfant, soit à sa copine, soit à ses parents. Et l'idée là, c'était de faire émerger des besoins. Donc des besoins de chacun, pourquoi ils utilisent cet outil. Et en écoutant parler Valentine, on s'est dit qu'on aurait pu mettre une dernière carte d'empathie sur justement aussi les acteurs économiques. Qu'est-ce que la géolocalisation, qu'est-ce qu'ils en font. On aurait pu aussi développer cette empathie. Et du coup, ça fait émerger des besoins et aussi des contradictions, parce qu'on se rend compte que les parents, ils veulent protéger, que les enfants, ils ont besoin de liberté, mais qu'ils ont aussi besoin que leurs parents sachent où ils... donc ça fait pareil, tout à fait émerger le débat, les contradictions, les points sensibles qui font que ça a suscité du débat des discussions dans la classe. Oui, parce que les adolescents comprenaient tout à fait les angoisses de leurs parents. Et il y en a certains qui nous ont dit, de toute façon, moi, si j'étais parent, je ferais pareil. Donc, Et à cette séance-là, les chercheurs étaient présents. Et Sophie a essayé de voir un petit peu, de faire amorcer l'idée de la pensée du droit. Et qu'est-ce que vous avez le droit de faire ou pas? Et c'est vrai que c'était pas une notion qui leur venait à l'esprit. C'était d'emblée, ils n'ont pas jugé choquant que les parents géolocalisent l'enfant dans la microfiction. Voilà. Donc c'est vrai que c'était important ça.
C'est en ça aussi que c'est important parce que c'est des éléments de la vie de tous les jours. Et en fait, là, le rôle de cette microfiction, c'est de mettre à distance et de permettre justement de se questionner sur ces questions-là c'est de notre vie de tous les jours. Donc, on ne se pose pas forcément la question. Et là, de se poser, de prendre ce temps, de se dire, en fait, qu'est-ce qui peut poser problème, moralement, éthiquement parlant, et du coup, à quoi ça touche est-ce que ça touche dans vos droits, c'est des choses qu'on n'a pas l'occasion de faire et en fait, en discutant avec eux, nous aussi, on se posait des questions également. On avait zéro réponse, non, mais on était aussi on se questionnait avec eux puisque c'est des choses qui nous semblent, c'est ce qu'on s'était dit. On s'est dit, oui, mais certaines fois, pour avoir accès à certains jeux, on a besoin d'enclencher notre géolocalisation. Et du coup, c'est vrai qu'on ne se posait plus la question de savoir, oui, mais est-ce que finalement, quelles données je libère en faisant ça ça permettait de vraiment, on était dans une pensée critique. Et c'est ce qui est intéressant dans ces microfictions. Merci. Alors, vous avez évoqué aussi les microfictions comme un dispositif de communication. Est-ce que Iris, par exemple, de communication, qu'est-ce que j'ai dit, non ? Oui, de communication. Un dispositif de communication. Est-ce qu'Iris et Emmanuel, vous pouvez nous dire comment vous avez travaillé avec et à partir de la parole des élèves ? Donc nous, dans notre cas, on a utilisé trois microfictions différentes. Et on a fait travailler les élèves par groupe. Et en fait, donc on a essayé d'anticiper un petit peu dans le travail, dans la mise au travail de l'élève, dans sa mise en activité, qu'est-ce qu'on pouvait attendre un petit peu comme phase. Et on s'est dit, les microfictions, elles sont sur des thèmes qui interrogent, des thèmes forts de société, des thèmes vifs. Et donc, on savait qu'il y aurait une phase où ils auraient besoin de beaucoup s'exprimer. Donc, on a d'abord permis, pendant 1 heure, écouter une parole libre. Cette phase-là, on l'a appelée récréation. Mais on l'aura pas... Voilà. En fait, on a eu 3 phases récréation, réflexion, résilience. Mais ça, c'est parce que pas du tout scientifique, mais parce qu'avec ma collègue, on aime bien s'amuser à nommer les choses comme ça, avec des choses qui riment. Mais non, cela dit, c'est un petit peu, faut imaginer un petit peu, le travail qu'on a imaginé pour les élèves, qui était de sortir tout ce qu'ils avaient eux intimement en réaction. On a dit récréation, mais ça aurait pu être réaction. Voilà. Puis ensuite, de leur amener, et à l'aide d'une autre partie de ce que nous avaient fourni les chercheurs, qui n'étaient pas les microfictions, mais des accompagnements, et notamment des extraits du RGPD, des extraits, à l'époque il n'y avait pas encore le DSA, mais d'extraits de loi, il y avait des textes de loi, il y avait une fiche sur le défenseur des enfants, enfin, il y avait tout un tas de petites choses. Il y avait un lien vers la CNIL, il y avait des questions, voilà. Donc toutes ces choses-là, effectivement, dans cette deuxième phase, on leur a donné, on leur a rajouté. On était toujours là en interaction. Et l'idée, ça a été d'aller de cette parole très libre, de pouvoir ensuite la construire autour d'autres savoirs qu'ils n'avaient pas forcément, pour les emmener quelque part. L'idée, c'était que ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont découvert les scénettes, les microfictions, donc nous, on leur a donné à lire, on les avait un petit peu pimpées, on avait choisi celles sur les jeux, usurpation d'identité dans les jeux vidéo, on avait fait vraiment ça comme un forum, il y avait un petit dialogue mais qui était juste donné comme ça, etc. Et donc quand ils les ont découverts, ils ont tout de suite, et ça c'est tout à fait ce que ensuite la recherche a mené a donné comme résultat, ils ont tout de suite dit ils avaient qu'à pas la jeune fille qui a eu son image d'elle-même dévoilée sur les réseaux, elle avait qu'à pas se photographier au départ, celui qui avait un compte de jeux vidéo qui s'est fait piquer son compte, il avait qu'à pas ouvrir son compte. Bon, d'accord, ok. Voilà. Donc ça a été très fort au début, et il y a eu ça, et puis il y a eu et qu'est-ce qu'on peut leur proposer, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et là, ils répondent tout de suite, on va en parler aux copains. Et en fait, c'est vrai que, et c'est ce que vous dites, c'est vrai qu'il y a un investissement très, très intime, très émotionnel de tout ce qui a lieu à ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Et du coup, ça, on l'a tout de suite eu. Et l'idée, c'était de pouvoir emmener ça à quelque chose d'un peu plus construit autour de la loi, autour de la connaissance en fait des recours possibles, mais qui puisse quand même exprimer du conseil. Parce qu'on s'était dit, ce qui est chouette, et leur force, entre autres, une de leurs forces, c'est qu'ils se conseillent les uns les autres énormément. Et qu'ils gardent ce lien-là entre eux de communication. Et la microfiction,
On leur a présenté un peu comme si c'était un copain, comme si c'était une copine, et on leur a dit, voilà, et ce travail d'empathie, j'entends, et c'est marrant parce que c'est pas un mot que nous on a utilisé, mais ça fait complètement écho à ce qu'on a ressenti aussi. De se dire, développons finalement le fait, enfin, construisons sur leur capacité à se conseiller, à communiquer entre eux et à se conseiller les uns les autres, mais donnons-leur des billes qu'ils n'ont pas autrement pour le faire. Voilà. Et donc notre première production, c'était des conseils, un peu comme les réponses au courrier. Enfin, je sais pas s'il y en a qui lisent Phosphore. Je suis pas sûre, les professeurs documentalistes, voilà. Et en fait, il y a des questions, en fait, il y a des journalistes de Phosphore qui répondent à des questions intimes d'enfants, enfin de jeunes plutôt. Il y a ça y est aussi dans Okapi, et c'est très intéressant la façon dont sont construites ces réponses, voilà, si vous voulez aller voir, parce que c'est des choses qui à la fois s'appuient sur un rapport intime d'empathie, et à la fois qui toujours font appel à des éléments, soit juridiques, soit sociaux, forts, de choses qu'on a, voilà, de pratiques sociales fortes. Et du coup, c'est ça qu'on leur a demandé. On leur a dit, réponds comme si on t'avait demandé dans un courrier du lecteur. Voilà. J'ai répondu. Merci beaucoup. Donc, sur les 2 années, j'ai travaillé sur 2 micro-fictions différentes. Et en fait, cette année, je vais travailler sur 2 micro-fictions, en fait, en reprenant ma manière de travailler sur l'une ou l'autre. En fait, comme j'ai pu dire tout à l'heure, il y a une première lecture seule. Après, ils discutent par petits groupes. Qu'est-ce que ça leur suggère, cette microfiction? Par exemple, j'ai travaillé sur la microfiction. J'ai oublié de préciser sur le fait qu'une jeune fille publie un nude et la conseiller, etc. J'ai eu les mêmes propos, le fait qu'elle n'aurait pas dû le faire, ou certains, au contraire, qui faisaient preuve d'empathie. Et c'est là qu'on a vu la notion d'éthique. Le problème aussi, c'est l'expression des émotions. Alors, les aider à avoir les mots pour traduire leurs émotions, savoir mettre des mots sur ce qu'ils pouvaient ressentir. Ça, c'est un premier problème. En parlant des SECPA, mais y compris des élèves de 4e, où il y a des difficultés en termes d'expression, plutôt que passer par la violence, justement. Également, une petite explication de la différence entre la morale et l'éthique, que l'éthique, ça se discute, et que même si j'ai le droit de le faire, je vais peut-être pas le faire parce que ça blesse l'autre. Donc là, ça, c'était un moment important. Et après, j'ai pris le parti de les faire travailler pour conseiller les uns et les autres. Ils étaient par groupe de 7, c'est beaucoup, hein, 7, voire 7 à 8, mais responsables en fait Il y avait 13 questions, par exemple, sur le droit à l'image, et ils devaient faire une présentation sous format visuel, soit sous format de diaporama ou, j'ai un petit trou, ou d'infographie. Et en fait, ils étaient responsables de deux parties d'infographie, et ils se faisaient évaluer par un autre groupe, en fait. L'idée d'évaluation, après, l'autre groupe qui avait travaillé, par exemple, sur les 3 premières questions, évaluait le premier groupe sur les 3 premières questions dans l'idée d'améliorer la communication et d'améliorer la compréhension. Parce que justement, comme a pu dire Iris tout à l'heure, l'idée c'est de transmettre en fait transmettre le savoir à travers les élèves et qu'ils puissent être acteurs de la transmission. Et l'idée de la discussion du droit en tant que citoyen, je transmets. Et je dirais que même cette année, je me suis dit, il y a une difficulté des collègues de 6e qui se retrouvent à devoir enseigner la cybersécurité. Et à travers ça, ces problématiques, j'ai un atelier avec des élèves de 4e, j'ai plus de temps, on va créer un jeu pour permettre aux élèves, en jouant, d'apprendre en fait à s'approprier ces notions. Et en laissant les élèves créer des jeux, en fait. Il y en a certains qui sont partis sur des jeux où on travaille sur l'idée de, par exemple, je publie, je progresse en popularité, mais je risque de perdre aussi au niveau juridique, je risque de me poser des problèmes. Donc voir un peu comment ils vont pouvoir former les élèves de 6e. Moi, je crois vraiment justement que mes élèves de 4e vont former les élèves de 6e et mes élèves de 1re travaillent aussi pour faire comprendre la notion, par exemple, de bulle de filtre à mes élèves de 4e. Donc faire en sorte qu'ils publient. Et je dirais même que
j'ai la chance d'avoir des élèves de licence en sciences de l'éduc. Ils sont un peu éloignés du droit, ils ont du mal avec le droit. Pour parler crûment, ça les fait chier les cours quand j'aborde ces notions-là. Et le fait, désolé aux juristes, et je leur ai fait faire des posts Instagram. On a travaillé là-dessus, comment je peux utiliser les réseaux sociaux dans les classes de primaire. Et en fait, ils ont fait des posts Instagram pour mes élèves de 4e. Et avec des cartes où de l'autre côté, il y a la réponse. Et les élèves doivent discuter entre eux pour savoir si ce post est publiable. Et là, en fait, l'idée, ça serait moi, je réalise un petit rêve, de pouvoir mettre en lien mes différents niveaux d'études pour qu'ils puissent se former mutuellement. Parce que là, si le droit, ça se discute, l'application du droit se discute, il faut apprendre aux élèves à le faire aussi. Alors, je vois que ça a eu un effet sur votre créativité pédagogique. Il a été question aussi, on s'est posé la question d'évaluation quand on a échangé entre nous. Est-ce que le travail qui a été fait dans le cadre d'Ado Privacy a fait l'objet d'une évaluation? Si oui, non, pourquoi? Puis il y avait une autre question, je ne sais pas si on aura le temps d'y répondre parce que le temps est compté, mais vous avez donc évoqué les scénettes que vous avez travaillées, mais comment avez-vous choisi ces scénettes? Pourquoi cette scénette plutôt qu'une autre? Voilà. Peut-être commencer par ça. Pourquoi la géolocalisation, par exemple, et ensuite, est-ce que vous avez pu évaluer ce travail? La géolocalisation, on s'est dit, nous, on a travaillé avec une classe de 3e, donc on trouvait que on les a toutes lues, et c'était un projet qu'on a démarré plutôt vers janvier. Donc par rapport au planning, on s'était dit, on trouvait que c'était quelque chose qui allait bien avec un niveau de 3e. Souvent, ils ont les interventions de la gendarmerie en 6e sur tout ce qui est messages ou photos diffusés. Il y a une autre intervention en 5e et encore une autre en 4e. Donc là, la géolocalisation, comme en 3e, on commence, ils se donnent des petits rendez-vous, souvent dans des lieux. C'est là où on commence une vie un petit peu plus à l'extérieur. Donc un petit sandwich le mercredi, après les repas, les petites sorties shopping du week-end. Donc on s'est dit que les lieux, aller quelque part, voilà, c'est quelque chose qui leur ressemble. Donc c'est pour ça qu'on leur a proposé celle-ci. Nous, on n'aura pas fait lire la liste entière des microfictions. C'était un choix de notre part dès le départ. Et le fait que ça mette aussi en scène justement une élève de 6e, eux soit en 3e, ça mettait un peu de distance et ça leur permettait aussi avec leur maturité, d'élèves de 3e, aussi d'avoir ce regard-là aussi. Donc c'est pour ça qu'on a choisi, et aussi parce que ça mettait en jeu les parents. Et voilà, et ça nous semblait aussi intéressant que les parents jouent aussi un rôle et que les élèves puissent voir aussi les questions que peuvent se poser les parents, et puis on s'est dit peut-être d'en discuter aussi après avec eux. Donc voilà, c'était nos raisons. En ce qui concerne l'évaluation, au sens strict, on n'a pas fait une évaluation avec un compte-rendu par groupe. Alors, quoique, ils ont fait un oral. C'est vrai, le jour où les chercheurs étaient présents, effectivement, chaque groupe a fait un oral pour expliquer comment ils comprenaient la microfiction, qu'est-ce qu'il y avait dans les enjeux, quels étaient les besoins et les envies de chaque personnage, quelles étaient les craintes liées au choix de chaque personnage. Donc, quelque part, mais on n'a pas noté au sens strict. Par contre, comme on travaille aussi en EPI, c'est-à-dire qu'on avait un plus grand projet, nous, qui était la réalisation d'un carnet autobiographique et qui était donc sur la représentation du jeu. Voilà, à l'écrit notamment. On avait ouvert deux volets, du coup. On a fait notre volet écrit et la partie numérique avec cette sensibilisation justement aux données numériques et à ce que je suis, moi, et ce que je laisse comme trace, en fait, sur les réseaux. Donc les élèves, après, pouvaient au mois de juin, prendre cet EPI en fait, à l'oral du DNB pour le présenter au jury. Voilà. EPI, DNB. Les enseignements, enseignement pratique interdisciplinaire où on mêle deux matières, voire plus. En fait, on fait c'est comme des mini-projets en fait qu'on peut faire dans l'année. Voilà. Je plaisante on parle d'une langue étrangère. DNB, c'est le brevet, enfin 3e. Ok. Et vous avez envisagé l'évaluation? Vous avez évalué?
Oui, nous on a évalué tout à fait parce que on avait des habitudes d'évaluation. C'est une collègue avec qui j'ai beaucoup travaillé, donc on avait des habitudes d'évaluation et notamment en EMC, on appuie beaucoup dans les programmes, hein, mais bon, nous, notamment aussi après dans notre travail, on appuie beaucoup sur l'autonomisation de l'élève face à la tâche, face à l'apprentissage, le fait aussi de faire des travaillés en groupe et que l'élève soit vraiment producteur, acteur, etc. Donc c'est vrai qu'on a eu ce sujet-là d'évaluation possible, hein, qu'on a mis en œuvre. Et puis après, on a essayé aussi d'avoir des critères en fait sur la production finale, enfin pas finale, mais sur la production en tout cas de conseils avisés, et voilà, qu'on leur avait demandé de produire, d'avoir des critères d'évaluation et notamment aussi nous de pouvoir évaluer s'ils avaient compris, hein, notamment les extraits de textes de loi et s'il y avait vraiment eu une transformation. Et donc on a travaillé sur 3 thèmes: la géolocalisation, l'usurpation d'identité, la divulgation d'images personnelles. Et du coup, juste pour dire que sur l'évaluation, il y avait certaines scénettes qui étaient plus propice au fait de comprendre, et notamment cette fameuse scénette qui est la même sur cette divulgation d'images. C'est vrai qu'on a vu que les élèves étaient allés regarder vraiment ce que disait la loi, etc., et qu'il y avait d'autres scénettes sur lesquelles, enfin d'autres microfictions sur lesquelles c'était moins, ça leur paraissait moins important. Et juste pour dire comment on a choisi, en fait aussi, toutes les microfictions n'étaient pas du tout présentées de la même manière. C'était pas un ensemble homogène. Et donc tout n'était pas propice non plus à l'application sur le travail qu'on avait envie de faire, où les élèves étaient très autonomes face au matériel et où il y avait une prise, enfin, on leur demandait d'essayer de comprendre un peu seul au début, et tout n'était pas propice à ça. Voilà. D'accord, merci. On s'arrête là. J'ai juste, à propos d'évaluation, retenu effectivement que c'était quand même une démarche très éloignée de ce que propose, par exemple, la plateforme Pix. Hein, voilà, la plateforme Pix. Et après, nous passerons la parole à Karina. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait évaluer les élèves et j'ai utilisé une fiche d'évaluation, y compris d'auto-évaluation en fait. D'évaluation par rapport à une échelle descriptive par rapport aux compétences du CRCN, le référentiel en fait des compétences numériques, et par rapport à ça, de voir par exemple, est-ce que je suis capable de faire une production numérique qui est adaptée à mon public. Donc, est-ce que j'ai su transmettre les informations par rapport à la loi, justement, de manière compréhensible pour un autre élève de 4e? Ou est-ce que j'ai travaillé sur l'ergonomie des interfaces en leur expliquant, en fait, est-ce que ma production est lisible, est agréable à regarder, mais pas trop flashy, en fait, et également adaptée pour facilement reconnaître l'information. Donc là, l'idée justement de voir aussi également, est-ce que j'ai respecté les consignes, etc. Est-ce qu'ils ont su répondre aux questions? Merci. Alors justement, les questions d'accès au droit, à la connaissance du droit, de ces droits, des textes de loi. Karina Chatin-Marcel, donc du pôle pédagogique de la CNIL, on a pu échanger également sur cette question. C'est un enjeu que de permettre l'accès des plus jeunes, et au-delà des plus jeunes, des citoyens, à la connaissance de leurs droits, notamment de leurs droits dans le contexte numérique. Alors, il faudrait passer le micro à Karina, merci. Je ne me sépare pas du mien. Merci, bonjour à tous. Oui, alors, j'ai 5 minutes, hein, c'est ça? Bon, donc oui, en fait, on le sait aujourd'hui. Donc les jeunes sont immergés dans le monde numérique et vivent avec. Donc nous, notre mission à la CNIL, donc moi je suis responsable de l'éducation au numérique. C'est une mission qui a été créée il y a 10 ans. Et on s'est dit voilà, il faut absolument qu'on arrive au-delà de notre image effectivement d'imposer des sanctions, d'être plutôt sur le répressif, d'arriver à développer justement des actions de sensibilisation, notamment auprès des jeunes publics, de façon à ce qu'ils deviennent véritablement armés pour être acteurs de leur vie numérique. Et donc toute la problématique, justement, c'est d'arriver à incarner ces sujets de vie privée, de privacy. Donc j'ai entendu à juste titre que c'était pas un sujet facile. Parce que
très vite, on arrive sur des problématiques de droit. Et donc, l'important, c'est d'illustrer, de s'ancrer dans les pratiques numériques des jeunes, parce qu'on n'arrivera pas à les faire évoluer, à leur faire changer des pratiques qui peuvent être à risque si on ne part pas du terrain, de leurs témoignages, de leurs pratiques, et de trouver des exemples qui leur parlent. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, à la CNIL, pour essayer justement de résoudre cette difficulté ? Donc depuis 10 ans, on a essayé de développer des ressources pédagogiques. Alors c'est vrai que les premières années, on a fait des ressources un peu, un peu pour tous les publics, c'est-à-dire à la fois pour les élèves et pour les enseignants, donc des posters que vous connaissez peut-être, les 10 conseils, les 5 conseils, etc. Et puis chemin faisant, on s'est dit, ça serait bien qu'on parte du terrain. Et donc, on a, depuis l'année dernière, lancé une campagne pour les 8-10 ans, donc vraiment la fin de l'école primaire, parce qu'on s'est aperçu, et vous le savez, 70%, enfin 68%, j'exagère, 68% des 8-10 ans sont déjà présents sur les réseaux sociaux. Donc en fait, on voit bien que les usages deviennent de plus en plus précoces, de plus en plus massifs aussi. Et donc, il nous a semblé intéressant de travailler déjà sur cette cible-là. Et donc, on a, pour élaborer des ressources, donc pour les 8-10 ans et les enseignants, fait des enquêtes terrain. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec un institut de sondage qui a fait des entretiens qualitatifs avec des enfants de cet âge-là, donc entre 8 et 10 ans, avec leurs parents et avec des enseignants. Et ce qui nous a permis, d'une part, de faire remonter les sujets en fait, qui préoccupent ces enfants-là. Et vous verrez si vous allez sur le site de la CNIL, donc on a fait 4 dessins animés dans le cadre de cette campagne. Et les sujets ont donc été choisis, pas par hasard, donc parce que sont remontés donc la thématique du cyberharcèlement, de l'identité numérique, vous en avez parlé aussi, des cookies de manière surprenante, donc c'est un sujet qui a aussi émergé, et puis aussi en gros, c'est quoi la CNIL, à quoi ça sert, etc. Donc on a fait ces ressources vraiment en partant du terrain. Donc vous avez dit tout à l'heure, effectivement, il y a parfois des ressources qui sont mal conçues parce que les enseignants ont du mal à les prendre en main, à se les approprier. Et donc là, je vous en ai amené quelques-unes. Avec ce qu'on a pu faire, effectivement, vous avez par exemple un livret qui vous aide à protéger la vie privée de vos élèves en partant de cas concrets, d'exemples terrain, qui mettent aussi des bâtons de parole, parce qu'en fait, les enseignants ne savent pas toujours par quel bout prendre le sujet de la vie privée. Et donc là, il y a toute une série de thématiques, la géolocalisation, l'identité numérique, les cookies, qui permettent à l'enseignant justement de développer donc une pratique pédagogique ancrée dans les usages. Et puis, on a essayé aussi de travailler sur d'autres pistes, par exemple des concours. Vous avez dit, je crois, monsieur, que effectivement le jeu, et on en est vraiment convaincu, est un bon moyen pour les jeunes d'apprendre des choses. Et donc, on a conçu, par exemple, un escape game qui est aujourd'hui à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris, mais qui va voyager dans toute la France. Et cet escape game, en fait, a été visité par des classes, par des familles, et on s'est aperçu, en fait, que le numérique, c'est un sujet compliqué dans les familles. Les parents ont vraiment un sentiment d'anxiété qui prédomine. Et donc là, l'idée de réunir des parents et leurs enfants autour d'un jeu, eh bien, a pu aussi briser la glace, faire discuter les parents avec leurs enfants. Le fait qu'ils s'intéressent aussi à leurs pratiques numériques, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, il y avait une troisième chose, on a parlé de réflexivité. Je ne sais plus lequel d'entre vous ou laquelle d'entre vous a parlé de réflexivité. Et nous, effectivement, on trouve que c'est très important, d'une part, de faire réfléchir les enfants à leurs propres usages, mais aussi de faire réfléchir les parents. Parce qu'en fait, ce dont on se rend compte quand on va dans des classes, puisque donc on a, parmi les actions qu'on lance aussi, on a beaucoup d'interventions dans les classes, notamment primaires, collège, lycée, eh bien, on s'aperçoit que des enfants qui ont pu apprendre des choses utiles de leurs enseignants, des conseils pratiques, lorsqu'ils arrivent chez eux, ils nous disent « Ah ben nous, tout est déconstruit, nos parents font pas du tout ce qu'on nous a appris à l'école. » Et je donnerai juste un chiffre clé qui se trouve dans tous les rapports parlementaires récents qui sont sortis sur la protection de l'enfance en ligne. À 13 ans, un enfant a déjà 1300 photos de lui qui circulent sur Internet. Et c'est pas lui qui les a prises, les photos, ce sont ses parents. Ce sont les parents qui publient les photos de leurs enfants, parfois bébés, parfois nus dans la piscine, dans leur piscine dans le jardin, parfois en couche-culotte, etc., qui les postent sur Facebook. Et donc, sur ces photos, la moitié vont ensuite être récupérées par des réseaux pédocriminels. Voilà. Donc c'est juste quand même aussi une chose à savoir, c'est-à-dire que oui, il faut évidemment apprendre aux élèves la culture numérique, l'éthique du numérique, des comportements responsables en ligne, mais il faut aussi toucher les parents. Et la question de la parentalité numérique, c'est vraiment quelque chose de très important.
Alors vous allez me dire, mais comment vous faites? Est-ce que vous allez toquer à la porte de tous les appartements et toutes les maisons? Eh ben non, parce que je pense qu'on ne nous ouvrirait pas. Non, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on a proposé, comment dire, dans les établissements dans lesquels on intervient, on propose aux chefs d'établissement de terminer donc les interventions dans les classes. Donc on fait tous les niveaux de classe en une journée, hein, donc de la 6e à la terminale. On se dispatche, on a des équipes volantes qui vont dans les classes. Et puis ensuite, on propose aux proviseurs, aux chefs d'établissement, d'inviter des parents en fin de journée. Et donc les parents viennent, enfin la dernière fois qu'on l'a fait, la salle était pleine, il y avait au moins 80 à 100 personnes. Donc des parents les enfants étaient toujours là, donc on avait les familles entières. Et donc on commence par un petit panorama des usages numériques des ados. Donc là nous avons un sociologue à la CNIL, Mehdi Arfaoui, que vous avez peut-être entendu hier, qui explique tous les travaux qui sont en cours sur le numérique adolescent et qui parfois sont surprenants parce qu'on a des idées parfois toutes faites sur les ados et le numérique. Je prends juste un exemple. On pense souvent que les ados font n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est vrai en partie, mais pas pour tout. Par exemple, ils sont très conscients que les photos qu'ils vont publier ou les vidéos qu'ils vont publier risquent d'être partagées à leur insu. Et donc, ils ont des vraies stratégies pour protéger. Ils vont pas partager avec tout le monde, ils vont paramétrer leur compte. Bon, donc on propose ça et donc on a conçu des nouveaux outils et ça s'appelle la kermesse numérique. Donc si ça vous intéresse bientôt, ce sera en ligne sur le site de la CNIL. Et donc dans cette kermesse numérique, il y a quoi? Il y a des mots mêlés, il y a des jeux de cartes. Donc il y a des outils du quotidien, des jeux très concrets. Et on essaie justement, par exemple, dans les mots mêlés, vous avez les droits qui sont énoncés. Donc les droits, les fameux droits au déréférencement, droits d'opposition. Et donc les parents doivent retrouver dans les mots mêlés les différents droits. Après, donc on a un jeu de cartes avec effectivement des mises en situation, etc., etc. Donc ça permet de toucher les parents. Et puis on a une autre piste aussi qu'on a expérimentée cette année et qu'on va poursuivre l'année prochaine, c'est d'aller sur le lieu de travail des parents. C'est-à-dire, alors aller sur le lieu de travail, soit en physique, soit en webinaire. Donc dans le cadre de la démarche RSE, responsabilité sociale et environnementale. Donc les entreprises et les administrations sont attachées maintenant au fait de former un peu les parents, ou en tout cas de les sensibiliser aux aspects de citoyenneté numérique. Et donc moi, je l'ai déjà fait donc, pour le groupe Vive, je l'ai fait à la MGEN, je vais le faire à DocaPost le mois prochain. Et donc là, il s'agit de prendre des cas d'usage, donc du quotidien numérique. Par exemple, je parle de la montre connectée. Donc j'essaie de montrer aux parents que faire de la géolocalisation permanente auprès de leur enfant, c'est pas très positif. Pourquoi? Parce que l'enfant ne sera pas toujours un enfant. Il a vocation à développer son autonomie, à pouvoir se débrouiller tout seul dans le monde numérique. Et donc, instaurer une surveillance permanente et un peu autoritaire, sans lui en parler en l'occurrence à l'enfant, n'est pas une bonne chose. Au contraire, il faut parler avec l'enfant, lui dire, voilà pourquoi nous installons par exemple un contrôle parental, c'est pour te protéger. Voilà. Donc, il y a véritablement ce dialogue à favoriser. Et donc, les parents salariés, du coup, on arrive à les toucher comme ça. Et juste peut-être une dernière chose sur les droits, parce que c'était un peu le sujet aussi. On a un vrai problème, puisqu'on a fait une enquête avec le ministère de l'Éducation nationale, l'ARCOM et le Défenseur des droits. On travaille beaucoup avec les autres autorités aussi de régulation. On a un vrai problème, puisqu'on a fait cette enquête sur les enseignants et la citoyenneté numérique, donc l'année dernière, qui a montré que les droits sont très peu connus par les élèves. Donc on a 10% des collégiens qui connaissent leurs droits et 19% des lycéens. Donc c'est vraiment très très bas, surtout pour les collégiens. Et notamment chez les collégiens, une méconnaissance des gestes justement de recours en cas de cyberharcèlement. Très peu d'élèves au collège savent par exemple qu'ils peuvent aller sur l'appli 3018, appeler le 3018, enfin bon, avoir finalement tous ces réflexes lorsqu'ils sont soit témoins, soit victimes de cyberharcèlement. Donc une vraie méconnaissance des droits. Or, c'est vraiment essentiel que dès le plus jeune âge, les enfants puissent savoir qu'ils ont des droits et surtout sachent les exercer. Et là, il y a encore une difficulté, c'est-à-dire que quand ils savent qu'ils ont des droits, il y a une autre enquête qui a été faite par Génération Numérique, vous connaissez peut-être, c'est une association qui va beaucoup dans les écoles. Donc ils ont fait une enquête sur les 11-18 ans et la protection de leurs données personnelles. En fait, sur les 11-18 ans, donc ils veulent exercer leurs droits, les 2/3 n'ont pas réussi à le faire. Pourquoi? Parce que les plateformes ne sont pas adaptées. C'est-à-dire que quand vous allez sur des plateformes de réseaux sociaux, vous voyez que les mentions d'informations qui figurent ne sont pas du tout
comme le prévoit le RGPD normalement, dans un langage clair, avec des icônes, avec des visuels, pour que les enfants ou les ados puissent s'y retrouver, plutôt les ados. Et donc, les 2/3 n'arrivent pas à exercer leurs droits. Donc nous, c'est pour ça qu'on travaille aussi, à l'amélioration de l'ergonomie des plateformes. Hein, on parle beaucoup de design des plateformes. Vous savez peut-être que le fameux RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données, qui est le cadre juridique européen, en gros, de la protection des données, dans son article 25, prévoit justement qu'il y ait pour des plateformes un concept de privacy by design et by default. C'est-à-dire qu'en fait, prendre en compte la protection de la vie privée dès l'instant, dès le moment où on conçoit une plateforme, c'est garantir quelque part à l'usager, et notamment à l'ado, à partir de 15 ans, qui pourra exercer ses droits. Donc ça, c'est vraiment un travail important, et c'est la raison pour laquelle on a aussi entamé, avec l'ARCOM, dans la lignée de la charte Studer, vous savez qu'on signait à peu près tous, je crois, les plateformes de réseaux sociaux. On a donc entrepris ce travail avec l'ARCOM de contacter les plateformes de réseaux sociaux qui sont utilisées par les jeunes, donc TikTok, Snapchat, Insta, etc., WhatsApp, etc. Et on leur a dit, ben voilà, on vous propose une démarche d'accompagnement. Vous voyez, nous, on fait des tests avec les élèves. Donc là, on a fait des enquêtes en terrain encore avec le Clémy dans des classes qui ont montré qu'il y a des points bloquants. Lorsqu'un élève veut aller exercer ses droits, ça bloque à certaines étapes du parcours utilisateur, comme on dit, le parcours UX. Et donc, on dit voilà aux plateformes, voilà où ça bloque. Donc nous, on vous propose, avec le designer de la CNIL, puisqu'on a des équipes qui chez nous sont experts en design, eh bien, de travailler avec vous pour améliorer ces mentions d'information, pour qu'in fine, eh bien, les jeunes puissent être en capacité d'exercer leurs droits numériques. Donc vous voyez, en fait, on a une action, juste un mot pour finir, 360, c'est-à-dire qu'on travaille à la fois avec les acteurs de l'éducation, évidemment. On a un partenariat très structuré avec le ministère de l'Éducation nationale. On travaille avec toute la société civile, les associations de parents d'élèves, les associations de protection de l'enfance. On travaille avec les institutions publiques. Voilà, donc c'est vraiment dans cette logique de faire travailler tous les acteurs ensemble, parce que chacun a un rôle à jouer, finalement, dans l'éducation citoyenne au numérique, qu'on pourra y arriver, ou en tout cas tenter d'y arriver. Merci Karina. Oui, effectivement, il y a de nombreuses collaborations. On a oublié d'évoquer la charte de la culture et de la citoyenneté numérique qui a été publiée l'an dernier, qui est aussi le fruit d'un travail qui associe un certain nombre d'instances publiques engagées sur ce terrain-là. Alors, oui. Donc, je vais maintenant passer la parole à Nathalie Noailles, qu'on voudrait... voilà, nous sommes particulièrement intéressés par le regard qu'elle peut porter sur ces dispositifs et particulièrement en fait ce dispositif de microfiction qui a été proposé à des enseignants en collaboration avec des chercheurs, et qui ne recourt à des ressources bien sûr complémentaires, mais ne recourt pas à des intervenants extérieurs forcément. Voilà. Donc un regard sur ce point, Nathalie, s'il te plaît. Je vais être assez rapide et je vais essayer de rebondir sur ce que vient de dire Karina et sur à quel moment peuvent intervenir justement les associations, les intervenants, les partenaires extérieurs par rapport à l'expérience et aussi au professionnalisme et à l'identité professionnelle des enseignants qu'ils ont, et que, il me semble, parce que je ne fais pas du tout partie en fait du projet, mais effectivement lors de la table ronde, et on l'a encore entendu à l'instant, la question de la légitimité des enseignants a été posée à 2 reprises, il me semble. Et c'est une question qui me semble quand même centrale, notamment dans la manière dont on peut faire de l'éducation aux médias. Et là, précisément sur la pédagogie de la protection des données. Parce que c'est quand même ça que pose la question du projet Privacy. Et là, je m'adresse aux chercheuses, aux enseignants directement, vous êtes interrogé sur comment didactiser la question des données, et en écoutant à nouveau les différents échanges, et puis aussi à la lecture du rapport et des microfictions qui ont été élaborées, vous avez utilisé, je suis un peu stressée, pardon, si ma voix tremble, ça va s'arrêter, parce que j'essaye aussi d'aller vite, mais vous avez utilisé le terme de matériaux bruts. Et je me pose la question si c'est un matériau si brut que ça.
dans la mesure où, lors de la présentation qui vous a été faite, vous avez, les chercheurs présentent donc la situation, un dialogue généralement entre deux personnages et qui peut impliquer implicitement d'autres personnages, dont le dispositif socio-technique. Et ce qui me semble aussi intéressant, c'est que ce projet en fait propose en quelque sorte un contre-dispositif. Et là, je reprends les termes de Agamben, mais également ce que peut dire Jean-Pierre Meunier, où il s'agit de constituer un dispositif pour qu'il y ait une action et des effets sur, en l'occurrence, des élèves, des collégiens et des lycéens. Et si je poursuis en fait dans la courte, petite, très rapide analyse que j'ai faite de la présentation des micro-fictions, vous avez aussi la présentation du contexte et puis l'analyse du contexte. Donc des savoirs situés, et puis après vous faites une liste de conseils ou de préconisations qui portent sur 3 axes. Donc, et vous l'avez dit, le comportement que peuvent avoir les individus face à une situation, la responsabilité individuelle, et puis les questions éthiques qui permettent, et là je cite notamment Sophie Géhel, les questions éthiques permettant de poser la question de ce qui est juste. Donc tout un ensemble de préconisations et qui laisse malgré tout un large espace en fait aux enseignants et aux enseignantes pour justement s'emparer de ce matériau didactique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fonction des chercheurs et chercheuses, il y a des propositions de ressources. Alors c'est la CNIL, mais c'est aussi des bibliographies, souvent courtes, mais qui permettent en fait à la fois aux enseignants de se former et d'enrichir leurs connaissances d'un point de vue personnel, et puis aussi d'enrichir en fait leur pratique professionnelle. Et là, à vous écouter, en tous les cas, moi je le ressens parce que aussi je suis enseignante. Et je terminerai juste sur un point, c'est le travail que vous avez proposé, Stéphanie et Cécile, notamment avec le PAD, Christelle, pardon. Le PAD que vous avez proposé aux élèves, et et là ça fait partie des innovations en tous les cas que moi j'ai pu observer, où vous permettez aux élèves en fait de continuer le travail qui a été commencé en classe, et vous leur proposez de laisser des commentaires, ce qui a été fait d'ailleurs, parce que moi je suis allée voir les commentaires et c'est assez intéressant parce qu'ils continuent. Effectivement, vous parliez de conseils que les élèves peuvent se donner entre eux, et c'est une forme de traces qu'ils laissent à la manière de ce qu'ils pourraient faire aussi. C'est un autre usage de la plateforme et en dehors de l'école, parce que certainement ils ont dû le faire à la maison, j'imagine. Mais voilà, je terminerai là-dessus, sur cette petite présentation. Merci beaucoup. La microfiction brute, en fait, je pense que c'est, on va dire qu'en fait, la situation d'énonciation, elle est juste donnée un titre comme un canevas, en fait. C'est-à-dire, vous avez, voilà, une jeune fille, son père, sa mère, sa copine, mais vous n'avez pas son nom, son prénom, vous n'avez pas un lieu, vous n'avez pas le nom d'un collège. Donc, en fait, c'est ce qui permet l'appropriation par tout le monde, en fait. Et je pense que c'est ça l'idée de matériaux bruts. Il manque la contextualisation de la situation d'énonciation, et c'est pour ça que je pense qu'elles sont utiles, parce qu'elles peuvent permettre donc à tout le monde de partir et de se reconnaître, de mettre à distance effectivement, et de partir où on veut. Et ce qui vous permet également d'éditorialiser, parce que finalement le travail que vous proposez est aussi éditorialisé à la base en fait, et ce qui est normal, mais ça vous permet aussi d'avoir un espace et une liberté en fait pour aussi légitimer vos compétences. Ce qui est très original par rapport à ce que l'on connaît, et aussi de ce qu'on connaît d'autres acteurs qui nous apportent des choses de l'extérieur, c'est qu'en général, ce qui est donné, c'est une trame pédagogique et un apport de ressources. Mais il y a aussi une trame pédagogique, et on est libre bien sûr de s'en servir ou pas en tant que professeur, mais elle est modélisante. Là, il n'y avait pas de modélisation didactique, il n'y avait pas de modélisation de l'acte pédagogique. Et donc on voit que Emmanuel, par exemple, il a pris c'est ça, enfin, non, vous êtes parti sur une seule microfiction, enfin une puis deux, voilà, et on n'est pas du tout allé dans le même sens. On a eu voilà, et
ce qui est intéressant, et puis avec le feedback, c'est de se dire aussi que nos forces pédagogiques, notre expérience, le fruit de notre expérience, on a pu le mettre en jeu. Alors, plutôt que de prendre la veste de quelqu'un d'autre, parce que c'est un peu l'impression qu'on a quelquefois quand on prend du matériel pédagogique extérieur, on a pu plutôt monter en compétences. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, je voulais rebondir juste vite fait aussi, sur le fait que quand même, tout ce travail, il nous permet quand même de monter en compétences, nous, et notamment aussi sur les connaissances qu'on a du droit. Et ça, c'est pas rien non plus. Et en fait, ça se fait de manière beaucoup plus aisée, parce qu'on est dans notre zone de confort qui est l'acte pédagogique avec les élèves en fait. Et que du coup c'est dans ce champ-là qu'on monte en compétences. Donc c'est pas du tout la même chose que quand on fait une formation par exemple. Mais ça marchait très bien de ce côté-là et moi je me sens beaucoup mieux face à ces savoirs maintenant qu'avant le projet Ado-Privacy. Voilà. C'était un témoignage. Dernière. Oui, Stéphanie veut rajouter quelque chose et vous allez pouvoir conclure. Aussi dans l'accompagnement, il y a aussi les visios qui étaient faites avec aussi les chercheurs pour bien expliquer aussi tout le contexte et puis répondre à nos questions, justement, là où on avait des doutes, où on ne savait pas, où voilà, on percevait certaines choses, eux ont pu aussi nous rassurer. Ça aussi, c'était un temps qui était important dans la construction après d'une liberté pédagogique, d'avoir bien ancré où on allait aller et après on pouvait dire comment nous on allait le faire, mais je trouvais ce moment aussi important qu'on puisse échanger avec les chercheurs sur ce dispositif. Ouais, j'ai entendu liberté pédagogique. C'est clair que ce qui est important, là, il n'y a pas de labellisation de la ressource. On est dans une période de labellisation des ressources et je trouve que c'est un danger parce qu'il faut s'approprier, un enseignant est capable de choisir ses ressources et donc c'est une descente en compétences professionnelles. Et ce qui est appréciable dans cette proposition que vous nous avez faite, c'est qu'il y a une montée en compétences et une reconnaissance de notre capacité à choisir les bonnes ressources aussi. Et ça, c'est une revendication forte. C'est liberté pédagogique et choix des ressources et pas forcément labellisation. Bon, je vois que ça. Voilà, merci beaucoup. J'avais encore plein d'autres choses à dire. Je voulais juste préciser que on était aussi associés des enseignants de l'Académie de Toulouse, des enseignants de l'Académie de Versailles, un lycée professionnel aussi dans l'Académie de Lyon. Nous, on avait aussi donc un autre collège dans l'Académie de Créteil qui était un collège à Villejuif. Enfin, donc, il y a un collectif d'enseignants. Et je pense que là, on touche à des choses extrêmement intéressantes, extrêmement précieuses. On va peut-être quand même essayer de les réinvestir en formation, même s'il ne se passe pas forcément la même chose en formation. Je pense que ça peut être utile. Des questions dans la salle ? Bonjour, merci beaucoup pour vos discussions et vos réactions et merci beaucoup d'insister sur la liberté pédagogique. Donc moi j'avais plusieurs questions, notamment sur le choix des équipes enseignantes impliquées, peut-être pour vous Valentine, à savoir que pour avoir une certaine aisance et une certaine liberté pédagogique, et j'en parlerai peut-être tout à l'heure dans l'autre table ronde, on s'aperçoit quand même qu'il y a une typologie des enseignants qui sont capables justement de faire un pas de côté, de prendre du temps sur leur discipline pour justement inventer des dispositifs pédagogiques. Donc ma première question serait comment vous avez recruté les enseignants, parce que visiblement vous avez déjà eu l'habitude de faire d'autres types de projets. Donc comment on peut s'adresser à ceux qui sont justement dans l'habitude du pré-mâché, parce qu'il y en a aussi, et il n'y a pas de jugement de valeur de ma part. Donc, comment ont été choisies les équipes pédagogiques? La deuxième question, alors je ne sais pas à qui l'adresser, mais justement sur cette idée des matériaux bruts, est-ce que ce projet a vocation à être diffusé à un plus grand nombre, donc de sortir de cette expérimentation de 2 ans, et comment vous envisagez justement cette possibilité pour nombre d'enseignants de s'emparer justement de ce que vous avez pu vivre tous ensemble avec vos jeunes sur les 2 années. Merci.
Alors, pour ce qui est des équipes pédagogiques, je vais parler surtout des terrains lyonnais, parce que les autres, peut-être qu'il n'y a pas eu forcément la même dynamique. C'est vrai que dans ce genre de projet, surtout que là, il y avait un calendrier qui était très court, donc on a forcément fonctionné par affinité. En l'occurrence, pour un des terrains, c'était effectivement Iris et Claire, que je connaissais par ailleurs, et qui sont effectivement souvent dans une démarche d'innovation, donc ça reprend ce que vous dites. Pour autant, dans l'autre terrain, pas du tout, puisqu'on était sur un lycée professionnel, où j'ai pris contact avec le professeur documentaliste, et c'est elle en fait qui est allée voir ses équipes et en interne a fini par trouver un binôme, et c'était quand même un binôme lettres, histoire, géographie et génie bois. Et c'était dans le cadre de du co-enseignement, donc lettres, tout ce qui était discipline professionnelle et générale. Voilà, c'était là-dedans. Et la première année, ils nous ont fait une petite place dans leur enseignement. Le projet a dû prendre 6 heures. Et l'année d'après, vu qu'il y avait une production, donc qu'on verra, que vous présentera ensuite Martin Pierre sous forme de podcast, ça a pris l'ensemble du temps qu'ils avaient dédié en fait sur une période scolaire, entre 2 vacances. Donc ils se sont vraiment énormément investis là-dedans. Et je dis ça pour dire que ça a été par étapes, parce que c'est des gens justement qui n'étaient pas dans ce projet d'innovation. Au départ, ils ont choisi les microfictions, mais ils ont peu travaillé, ils ont peu adapté. Et puis l'année d'après, on est passé sur une étape supérieure. On a créé avec eux ces microfictions. Ils nous ont raconté des histoires, on en a fait 2 nouvelles, et ils sont partis dans la production. Et ça a fonctionné dans le sens où d'ailleurs, ils veulent poursuivre sur cette démarche de enquête, création, etc. Je pense que Martin en parlera. Pour eux, ça a vraiment changé des choses sur la façon effectivement d'aborder ça. Et très concrètement, en génie bois, sur ces enseignements-là, ils vont être sur des postures professionnelles, c'est-à-dire comment l'élève en CAP va se comporter. Et là, la question des identités numériques et du comportement sur comment on se comporte dans les réseaux sociaux ou dans les applications, et comment on gère sa vie professionnelle et personnelle, comment on gère le téléphone quand on est sur son lieu de stage, est-ce qu'on prend des images, est-ce qu'on n'en prend pas, etc., etc. Eh bien, en fait, ça fait émerger plein de questions qui n'étaient même pas abordées dans le cadre du dispositif professionnel d'enseignement. Ça veut dire que on leur dit pas. Alors il y a des enseignants qui leur disaient tu vas en stage, tu n'utilises pas ton portable, mais sans expliquer pourquoi en fait. Tu n'utilises pas ton portable. C'est quand même le fait d'aller prendre des images, par exemple des photos, ce qui était une des scénettes, des photos chez un client où on voyait donc l'espace intime du client et le jeune a ensuite diffusé la photo sur les réseaux sociaux en disant ouais, on a fait une super production. N'empêche que il y avait toute l'habitation qui était révélée sur les photos, par exemple. Typiquement, c'est des choses qu'ils n'avaient jamais abordées. Donc ça allait plus loin pour eux, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient quand même énormément de choses à dire et que dans la professionnalisation, ça avait de la place. Pour ce qui est de l'usage de tous les matériaux, en fait, tout va être mis en ligne, ou en train d'être mis en ligne sur le site Ado Privacy. Et effectivement, alors j'allais dire c'est en Creative Commons, mais je suis pas sûre, mais en tout cas ça va l'être. En tout cas, c'est fait pour être partagé, etc., et réutilisé. Donc là, il n'y a pas de souci. Juste si je peux, merci Valentine Favel-Capoyan, si je peux juste compléter. Donc dans le rapport qui sera publié par l'INGEP, dans les annexes, nous placerons, je pense, la majorité ou la totalité des microfictions que nous avons créées. Et c'est vraiment un dispositif qu'on aimerait poursuivre, c'est-à-dire continuer. On va avoir l'occasion de le faire dans le cadre du groupe thématique FILNUM, qui est créé auprès de la direction du numérique éducatif du ministère de l'Éducation nationale avec l'Académie de Créteil et l'Académie de Versailles. Mais moi, j'espère que ça sera plus ouvert que ça, et il n'y a pas de raison. Et donc, qu'on puisse accueillir et continuer à travailler, à créer donc ces microfictions qui sont des situations de conflits éthiques qui viennent du terrain, je dirais. Et je suis évidemment très, très contente d'entendre le
type de liberté que cela a pu réaliser. Mais il faut bien comprendre que c'était aussi nécessaire, c'est-à-dire qu'il n'était pas possible pour nous de rentrer dans les contraintes pédagogiques qui sont les vôtres, et donc cette coopération, cette co-création de scénarios pédagogiques, elle était absolument nécessaire à la réalisation même du projet. Mais je pense que c'est quelque chose, voilà, qu'il faudrait, en tout cas, moi c'est ce que je souhaite faire avec tous les collègues qui le voudront bien, continuer à la fois à travailler aussi en coopération, c'est-à-dire je crois que la dimension justement de retour, elle est intéressante, enfin, et d'échange avec les enseignants partenaires, elle est intéressante à la fois pour les enseignants parce que ça peut les réassurer et nous avons des informations que nous pouvons leur donner ou transmettre un certain nombre de choses, mais c'est réciproque et je pense que ça c'est un mécanisme qui est très précieux aussi pour ce type de recherche, qui est une recherche sur les usages en fait. Voilà. Merci. Je pense que si on veille au temps, et si vous voulez une petite pause, il y a une dernière question. Alors, d'accord. Parce qu'il est 40, vous n'avez plus beaucoup. Oui, et merci. on va dire au revoir à nos collègues qui doivent rejoindre leur collège pour aller distribuer les bulletins. Bon, merci de prendre ma remarque. Enfin, j'aurais une remarque, une question. Donc, moi, je suis Cécile Perret. Je suis enseignante également en lettres histoire. Je travaille actuellement en établissement pénitentiaire, mais je suis également doctorante avec Sophie Joël. Et j'ai suivi un peu de loin ce projet d'Ado Privacy que je trouve vraiment très, très intéressant. J'espère d'une manière ou d'une autre pouvoir raccrocher à un moment voilà, le travail qui a été fait. J'ai une remarque et puis peut-être une question. Alors moi j'ai participé, enfin j'ai pu entendre toutes les tables rondes et je pense qu'il y a vraiment une notion qui a traversé un petit peu tout le colloque, c'est la notion de paradoxe. Paradoxe qui touche un peu tous les acteurs qu'on a pu identifier, sur lesquels la recherche a pu réfléchir, que ce soit les adolescents qui sont mis face à des injonctions paradoxales ou des souhaits aussi paradoxaux, à la fois de pouvoir publier mais aussi d'être protégés. Le paradoxe pour la recherche, d'être confronté à des questions qui sont paradoxales mais fécondes du coup. Et puis le paradoxe des éducateurs qui doivent travailler sur des notions comme celle de vie privée dans des contextes qui ne sont pas forcément propices, comme ceux de la classe. Et ma remarque, c'est que finalement, la question de la médiation par la fiction, elle permet ici de résoudre un de ces paradoxes. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, le projet, il apporte, après toutes les réflexions qu'on a eues dans le colloque, il apporte vraiment une réponse, en tout cas une ouverture, une solution à cette question des paradoxes en fait qui nous sont que nous impose aussi le contexte numérique, parce qu'on est tous, il y avait aussi la notion du fait accompli. Le développement, la numérisation très rapide des pratiques adolescentes mettent tout le monde, éducateurs, usagers et chercheurs, face à un fait accompli qu'il faut bien essayer de démêler. Et puis le fait aussi que l'adolescence, c'est un moment très paradoxal, et c'est à la fois des questions, mais qui sont fécondes. Donc ça, c'était ma remarque. Je pense que vraiment là, le recours à la fiction, c'est une manière de gérer le paradoxe. Et puis, ma question, c'est, on a vu là la plus-value pour les enseignants, la montée en puissance des compétences, de la pratique enseignante. Mais qu'en est-il du côté des élèves ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de les questionner ? À quel moment vous êtes de la recherche, de l'analyse des résultats par rapport à ce que les élèves peuvent en dire sur ces pratiques pédagogiques, sur la participation à ces ateliers ? Alors on a pensé a posteriori, tout le monde ne l'a pas fait. En l'occurrence, la question effectivement de l'évaluation du dispositif avec vraiment une grille d'analyse. Et en l'occurrence, Nicole Boubet l'a fait sur les terrains qu'elle a observés. Donc il y avait vraiment une analyse. Nous, on l'a pas eu sur l'Académie de Lyon.
pour plein de raisons. Et comme je disais, la première, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on était sur des dispositifs qui étaient sur du 12 ou du 15 heures. Et ça veut dire qu'il fallait, nous, à un moment donné, si on avait voulu vraiment évaluer, qu'on puisse être là sur l'ensemble du dispositif, ce qui n'était pas possible. Voilà, même vous, ça a pris la deuxième année, je ne sais pas combien d'heures vous avez passé, mais on était du coup, on est passé, si vous voulez, la première année, on était sur du quasi one-shot de 1h30, 2 heures. Et l'année d'après, comme il y avait la création, l'enquête et la création, on était sur du 10 jusqu'à 18 heures, je crois, pour le lycée pro. Donc du coup, aller juste évaluer quelque chose, on n'a pas. Et effectivement, c'est une question qu'on s'est posée parce que qu'est-ce qu'on cherche à évaluer? Si derrière, comment on évalue la question de la réflexivité, comment on évalue à un moment donné le fait qu'on a pris en compte, qu'on a découvert une notion. Je veux dire, on n'allait pas faire ni un QCM, vous voyez, je veux dire, ni une production avec des attendus qui seraient un discours, puisqu'au contraire, on avait voulu que chacun d'eux ait leur propre interprétation. Donc voilà, là où on a fait l'évaluation, c'était plutôt sur ce que je vous dis tout à l'heure, ça veut dire Nicole Boubet, elle a regardé avec des grilles très spécifiques la question de ce qui faisait accord, ce qui faisait désaccord. Elle a analysé ce genre de choses, voilà. Mais c'est sur ce terrain, elle. Oui. Pardon, en fait, je relais une question de Nicole Boubet, justement, qui est en distanciel, mais qui ne peut pas la poser directement. Excusez-moi, on pourra en discuter autour du café si vous le souhaitez. Je me ferai le relais de vos réponses auprès de Nicole. Elle nous dit l'ARCOM a désormais une mission d'éducation aux médias, voir leur dernier rapport tout récent sur les actions qu'ils mettent en place. Actuellement, il y a des propositions de représentants locaux de l'ARCOM, secrétaires généraux de l'ARCOM, de régions, par exemple au sein des universités, en particulier l'INSPE, pour proposer des actions de formation auprès des étudiants. Les thématiques de formation proposées concernent par exemple la présentation de l'ARCOM, le paysage audiovisuel en France, la liberté d'expression dans les médias, l'usage des écrans et des réseaux, le cyberharcèlement. Et elle vous demande ce que vous pensez les uns les autres de l'arrivée de ce nouvel acteur dans le champ de l'éducation aux médias. Alors, moi je vais répondre du coup. Aujourd'hui, j'ai un rôle politique dans l'Académie de Lyon qui est de la conduite de la politique éducative en faveur de l'EMI. Donc je vais répondre avec cette... Je vais me permettre de répondre à Nicole avec cette veste-là. Mais si elle veut, elle pourra me contacter pour qu'on en parle plus, parce que ça m'intéresse beaucoup. On travaille beaucoup avec la secrétaire générale de l'ARCOM à Lyon. Moi, à mon sens, en tout cas, sur l'apport que ça peut avoir pour les enseignants. Alors, parce que c'est un peu ça la question. Pour moi, elle est claire, l'ARCOM, la particularité de cet acteur-là, puis sa grande force, c'est que c'est un acteur du droit, de la régulation dans le monde, juridique. Et avec une énorme connaissance, pour le coup, de tout cet appareillage juridique qui existe aujourd'hui, par exemple, de ce qu'est de la régulation de la liberté d'expression, la régulation des médias. Et on l'a vu tout à l'heure avec le monsieur qui était là, de la régulation des réseaux sociaux. Donc moi, ce que j'en pense, c'est qu'un acteur de plus qui connaît très très bien le monde de la régulation et du droit, c'est plutôt bien. Et de former les professeurs, c'est une aubaine pour pouvoir former. Et les pilotes, les chefs, et c'est ce qu'on a dit aussi depuis le début du colloque, bien sûr, former les pilotes, former les chefs d'établissement, les inspecteurs, et que ces gens-là puissent connaître. Et clairement, là, c'est pas moi, je sais pas ce que tu en penses, Elodie, on fait le même boulot. Voilà, mais en tout cas, moi je me dis, est-ce que c'est un peu compliqué? En tout cas, je pense qu'on est complémentaires. Voilà, moi je peux former sur une partie pédagogique, mais clairement sur la partie de la connaissance du droit et du fonctionnement, je trouve ça très confortable d'avoir cet acteur-là. Voilà. Rapidement, l'Académie de Créteil, en plus, a signé une convention en fait avec l'ARCOM national il y a 3 ans maintenant. Voilà, très rapidement, c'est un acteur important pour la régulation des médias audiovisuels. C'est une instance publique. C'est un interlocuteur important de l'audiovisuel public au même titre que les autres acteurs, mais qui peut effectivement nous apporter des choses quant à la connaissance du fonctionnement de cette institution, de cette instance, des problématiques de régulation. Ça réunit quand même un certain nombre d'experts. Ils produisent chaque année un certain nombre d'études. On utilise aussi des outils du type le baromètre de la diversité. Enfin bon, voilà. Mais la formation des enseignants ne relève pas en fait de l'ARCOM. Voilà. On construit ensemble, nous construisons ensemble un certain nombre de ressources. Nous travaillons, nous rendons à l'ARCOM avec des professeurs en formation continue, mais la formation n'est pas n'est pas de leur initiative et ils ne sont pas à l'ingénierie. Vous voyez. Donc voilà. Juste pour compléter, est-ce que l'ARCOM est indépendant?
3 autorités indépendantes. On travaille ensemble. On a produit il y a quelques années un kit pédagogique du citoyen numérique, par exemple, où on a regroupé toutes nos ressources, etc. Puis il y aura d'autres projets à venir. On a fait cette enquête aussi sur les enseignants et la citoyenneté numérique. Donc je crois que c'est pas mal aussi que les autorités indépendantes travaillent en réseau. Chacune d'elles a développé une mission de sensibilisation aux enjeux du numérique, pour faire court. Et évidemment, ils n'ont pas vocation à remplacer les enseignants ou à faire de l'éducation, de la formation des élèves. C'est pas ça l'idée. C'est plutôt d'arriver avec effectivement des champs d'expertise. Alors l'ARCOM, c'est le régulateur de l'audiovisuel et des plateformes, nous avec la protection de la vie privée, le défenseur des droits avec les droits, pour pouvoir vous aider finalement, vous enseignants, encore une fois, à vous emparer des sujets de la manière la plus concrète, la plus illustrée possible, et que vous puissiez, vous, avec votre liberté pédagogique, effectivement, ensuite transmettre toutes ces connaissances aux élèves. Donc je crois que c'est une bonne chose qu'il y ait ce travail collaboratif entre les AI sur ces sujets. Voilà. Juste ajouter un mot, parce que en tant que chercheur, en tant qu'enseignant-chercheur, si vous voulez, ce qui me gêne beaucoup là, c'est qu'on court-circuite d'une façon un peu rapide et on institue comme étant formateurs d'enseignants des institutions publiques qui ont dont ce n'est pas le rôle en réalité. Donc c'est pour pallier au manque de formation des enseignants. Donc la vraie demande, c'est quand même une demande de formation, de temps de formation pour les enseignants, de vraie formation, avec justement une liberté de parole que moi j'ai travaillé longtemps au CSA, donc je connais bien ces institutions, avec une liberté de parole qui n'est pas possible quand on est mandaté par ces instances. Donc je crois que voilà, tout à l'heure nous entendions au contraire que l'ARCOM, on appelait à la recherche et au développement de la recherche pour les aider dans leurs tâches de régulation. Donc je crois qu'il faut rappeler qu'à l'université, il y a notamment la discipline des sciences de l'information et de la communication qui est là pour transmettre, réfléchir, discuter le fonctionnement de la régulation audiovisuelle notamment, mais il y a aussi les juristes qui sont là. Voilà, on n'est pas complètement démunis et je suis inquiète de voir qu'on court-circuite comme ça comment dire, au moins dans les discours, que l'on court-circuite ce rôle essentiel de l'université pour aider à la formation des enseignants et la transmission des savoirs.